10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Virginie Leguet. Bonjour Virginie. Bonjour. Journaliste, éditorialiste politique à France Info TV. Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique. Bientôt les États-Unis. Et on fera ça depuis, je pense que je serai en direct avec vous depuis Washington. Donc je vous donne rendez-vous le 5, le 6 au matin probablement. Je ne sais pas si on aura les résultats, c'est pas sûr. On aura des tendances vers 6h du matin. Donc si vous m'invitez le 6 vers 6h du matin hors de Paris. Vous serez là. Alexandra Spinner, vous êtes enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Il y a du boulot. Oui, absolument. Oui, merci à vous et nous attendons Arnaud Benedetti, donc qui ne devrait pas tarder à arriver. On va revenir évidemment sur ce qui s'est passé. On en a beaucoup parlé hier parce que c'est tombé pendant l'émission cette affaire de ce député LFI qui a été surpris, interpellé en train d'acheter de la drogue, et on voyait les commentaires arriver au fur et à mesure qui n'ont pas cessé de la journée de le soutenir. Est-ce que vous trouvez normal qu'il soit toujours en poste? L'exemplarité des députés, on en parlait hier. Les syndicats de la SNCF qui ne veulent pas de la pub pour le livre de Jordan Bardella. La gauche va-t-elle voter la proposition d'abrogation de la réforme des retraites proposée par le RN? Et puis Nicolas Bedos, est-ce que vous estimez que ce jugement est trop sévère, même si on dit qu'on ne doit pas commenter une décision de justice? On peut la commenter. Oui, on peut la commenter. On peut commenter une décision de justice. Pourquoi on dit ça? C'est une expression C'est une expression maladroite parce qu'on peut commenter. Les juges, on peut ne pas être d'accord avec la décision de justice. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a, je le rappelle pour nos auditeurs, on peut faire appel d'une décision en règle générale. Et il y a même des pourvois en cassation parce que la loi n'est pas figée. Et le juge a pour mission d'interpréter. Et donc, cette interprétation peut être sujet à discussion. Moi, ça ne me pose pas de problème de commenter une décision de justice. Ce qui me pose problème, c'est de voir des avocats sur les plateaux parler d'affaires dont ils ne connaissent rien. Et même déontologiquement, c'est très limité. À l'envie, ça me pose problème. Et que l'avocat, on va en revenir dans un instant. On va commencer avec vous, Jean-Claude. On est en marge de la politique. Oui, parce qu'on viendra à la politique. Oui. Vous l'avez compris en débutant cette émission. Un coup de cœur pour le spectacle d'Hector Obalk, qui est axé sur la vie de Jésus au travers de l'histoire de la peinture. On peut y distinguer une adoration des bergers, une adoration des mages, une résurrection au travers des peintres bien connus, comme Giotto, Fragonard. Bref, c'est à peu près 5 siècles d'histoire de la peinture qui est revisitée au travers du prisme de l'histoire de Jésus et qui intéresse et qui peut passionner aussi bien les catholiques que les juifs, parce que Jésus était juif, mais aussi les non-croyants, les mécréants. Bref, c'est un spectacle formidable. C'est une façon d'apprécier un certain nombre d'œuvres de peinture, de peintres. Et je ne savais pas, parce que je l'ai appris à cette occasion, que plus de 50% des grandes œuvres dans l'art de la peinture sont consacrées à l'histoire, aux religions. C'est intéressant de voir que pour une bonne partie, plus de 50% des œuvres sont en corrélation avec l'histoire de nos religions. Donc c'est vraiment un spectacle à voir qui nous permet de se réapproprier de cette histoire qui nous est parfois un petit peu éloignée et trop abandonnée. En tout cas, c'est un superbe spectacle. Bon, donc, et ça s'appelle La vie de Jésus à travers la peinture. Absolument, vous pouvez aller sur Internet. À quel endroit? Alors, c'est aussi bien à Paris au Théâtre Saint-Denis, je me souviens plus du nom du théâtre, mais c'est à Strasbourg-Saint-Denis. Mais en allant sur Internet, on trouve toutes les informations et une possibilité de s'inscrire directement, d'acheter les entrées. Ça vaut y compris pour les jeunes. Enfin, en tout cas, c'est un spectacle y compris pour les très jeunes. Alexandra, vous vouliez revenir sur une image extrêmement choquante qu'on a pu voir sur les réseaux hier. Un homme dans le métro. Une image extrêmement choquante, mais qui, hélas, nous paraît banale, tant la société française est gangrénée par l'antisémitisme. Dans l'après-midi, une image qui est devenue virale nous a complètement choqués. On voyait un homme dans le métro avec un t-shirt floqué anti-juif. Alors il faut saluer le courage de la personne qui a pris la photo. On en est là, puisque tout cela s'est passé dans l'indifférence générale. Absolument. Enfin, personne n'a réagi, tout le monde a trouvé que c'était finalement
quelque chose qu'il était possible de faire. Alors Valérie Pécresse a évidemment tout de suite réagi, a demandé que toute la lumière soit faite sur cette affaire, que l'individu soit retrouvé, et que évidemment l'antisémitisme n'avait pas sa place dans notre société. Au-delà de tout cela, je trouve qu'on a franchi quand même un cap dans l'ignoble, et on se retrouve là avec une situation amplement nourrie par les députés insoumis, où dire sa haine des Juifs est devenu quelque chose d'acceptable. Oui. Il y a la lâcheté, il y a la peur, certainement. Je ne sais pas, vous avez vu cette image ? Non, mais il faut aussi imaginer que, je ne sais pas, alors moi je connais pas la technicité du flocage, mais il faut quand même imaginer que ce monsieur est allé faire floquer son maillot chez un marchand. Voilà, c'est-à-dire qu'on dit sa haine des Juifs comme on dit son amour des joueurs de foot. On en est là. Enfin, je trouve que c'est terrifiant. Mais est-ce qu'on ne vit pas dans une société où finalement chacun se croit autorisé à dire ce qu'il pense, quoi qu'il pense, quelle que soit la façon dont ce qu'il dit est convenable ou pas convenable, légal. Il y a une espèce de déculpabilisation totale maintenant, chacun exprime tout ce qu'il dit, et je trouve que ça donne lieu à un débat agressif et violent. Là, on n'est pas dans le convenable ou l'inconvenant, on est dans un délit. Et ceux qui se rendent complices, y compris celui qui a aidé pour le maillot, etc., se rend complice de ce délit. Alors, on ne sait pas encore, est-ce qu'il l'a fait tout seul ou pas, mais ça paraît peu probable qu'il l'ait fait seul. Pour l'hypothèse où. Alors, juste un bémol par rapport à ce que vient de dire Alexandra. Vous savez, dans le métro, moi je prends le métro, ça n'est pas toujours facile de réagir parce que vous ne savez pas sur qui vous tombez. Bien sûr, c'est ça. Il faut être très prudent sur le personne n'a réagi. Moi, ce qui m'a choqué en revanche... mais Alexandra, non mais... Parce que réagir, ça veut dire s'attaquer au bonhomme en question dans le métro. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, si on est plusieurs à s'attaquer à lui. Vous savez, Alexandra... Et à défaut de s'attaquer, on peut lui poser la question, lui demander pourquoi il dit je vais vous dire. Il m'est déjà arrivé d'être victime d'agression dans le métro. J'ai compris le truc. Il faut passer son chemin pour éviter tout drame. C'est après la justice. Non, mais attendez, mais j'y viens. Alexandra, attendez, j'y viens. Laissez-moi terminer. En revanche, moi, ce que j'ai trouvé scandaleux, c'est que sur les sites, des gens comprenaient en disant si ça avait été un rebeu, ça n'aurait pas été pareil. Si ça avait été, vous comprenez, ça aurait été absolument pareil. Mais c'est ça que je trouve scandaleux, c'est qu'on dise on s'émeut parce que c'est contre les personnes dites de la communauté juive, donc ça paraît acceptable. C'est un autre versant de l'antisémitisme. Ça n'est pas acceptable, c'est un délit, et quel que soit celui ou celle qui s'exprime dans ces termes et qui rentre dans le cadre de ce qui est défini par la loi, doit être sévèrement sanctionné. Oui, alors un auditeur me dit attention à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est sûr que cette image est vraie ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais oui, Arnaud, il faut faire attention. En effet, il faut être très prudent. Tout est possible aujourd'hui. En l'occurrence, en termes de manipulation d'images, on peut les manipuler beaucoup plus facilement qu'il y a quelques années. C'est une évidence. Mais enfin bon, apparemment, ça a l'air plutôt, je veux dire, je sais pas si c'est authentifié ou pas, mais en tout cas, il semblerait que ce soit authentifié. Il semblerait que ce soit authentifié. Non, mais ce qui est sûr, c'est que, alors moi, je suis pas sûr qu'il y ait quand même une banalisation, heureusement d'ailleurs, mais il y a manifestement un développement très clair aujourd'hui d'une forme d'antisémitisme qui est de plus en plus décomplexée. Assumé. Ça, c'est de plus en plus assumé. Ça, c'est une réalité. C'est libéré en effet par un discours politique et par un certain nombre de responsables politiques qui, sans se dire antisémites, et c'est en cela qu'ils sont particulièrement, j'allais dire, pervers, pardonnez-moi l'expression, ou sournois, peut-être, c'est qu'il s'affirme ne pas être antisémite, alors que l'extrême droite des années 30 s'affirmait clairement antisémite. Au moins, elle avait cet avantage, c'est qu'elle avançait, j'allais dire, à découvert, d'une certaine manière. Ceux-là ne se disent pas antisémites, mais utilisent tous les codes qui vont réactiver un vieux fond d'antisémitisme dans un certain nombre de catégories de la population. Donc c'est tout, en effet, j'allais dire, le côté très... Voilà, exactement. C'est de l'incitation. Il y a une incitation sournoise. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité avec Virginie Leguet, journaliste et éditorialiste politique à France Info TV, Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique. On pourra vous entendre au moment de l'élection présidentielle aux États-Unis sur Sud Radio. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Et je rappelle votre dernier livre, Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, point d'interrogation, qui est paru aux éditions Michel Lafon. À lire absolument. Oui, absolument. Vraiment. Alexandra Spinner, enseignante déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. On va revenir sur le jugement qui est, que je trouve pas le mot, le jugement hier à l'encontre de Nicolas, qui a condamné Nicolas Bedos en première instance à 1 an de prison, dont 6 mois ferme, donc avec bracelet électronique. Il a fait appel. Le budget vers un 49.3 rapide, c'est ce qu'on a cru comprendre ce matin qu'en Conseil des ministres, il allait en être question. La gauche qui va proposer une abrogation de la réforme des retraites, pardon, c'est le RN qui la propose, et est-ce que la gauche va la voter? Et bon, beaucoup d'autres sujets avec vous. Virginie, c'est un coup de cœur pour Elisabeth Borne. Oui, voilà, d'habitude, j'ai souvent des coups de gueule, mais alors aujourd'hui, j'ai été un peu désarmée. J'ai écouté ce matin Elisabeth Borne. Vous me direz, Elisabeth Borne, elle n'est pas funky, elle fait pas de claquettes, elle fait pas de... Voilà, elle n'est pas ébouriffante dans ses propos, elle s'exprime assez banalement, elle n'est pas une grande oratrice, mais là, elle venait parler de son livre qui s'appelle 20 mois à Matignon, et rien que le titre de son livre dit exactement ce qu'elle est, c'est-à-dire, elle a passé 20 mois à Matignon, pas 19, pas 21, et elle fait pas croire qu'elle a fait plus que ce qu'elle a fait. Et là, je pense évidemment à Gabriel Attal. Quand on l'entend, on a l'impression qu'il a été toute sa vie à Matignon et qu'il a bouleversé la politique, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc voilà, déjà ce contraste-là, ça m'a plu. Et puis, elle a été interrogée assez longuement. Elle a répondu à peu près à toutes les questions qui lui ont été posées avec cette franchise parfois déconcertante. On l'interrogeait sur sa supposée homosexualité. Elle a dit, mais je vois pas pourquoi je l'aurais pas dit. Je l'aurais dit si je l'avais été. J'en aurais pas eu honte. On l'a interrogée sur Emmanuel Macron. Elle n'a pas caché que leurs relations ont été difficiles. Mais elle en fait pas trop. Elle se présente jamais comme une victime. On l'a interrogée sur son père. Et là aussi, vous savez, son père s'est suicidé quand elle était jeune fille. Et là aussi, elle a dit, Emmanuel Macron m'avait dit, il faut en parler, ça va t'humaniser un peu. Et elle a dit, mais moi, je ne pouvais pas en parler. C'est trop intime et je ne voulais pas exposer ma vie intime sur la place publique. Ça fait du bien d'entendre ça, surtout après ce flot de paroles ininterrompu du président de la République depuis 7 ans. Ça fait du bien d'entendre quelqu'un dire, moi, j'assume qui je suis, mais je ne parle pas de choses qui sont de ma vie privée. Et tout était à l'avenant, tout a été comme ça. Et au bout d'un quart d'heure, je me suis dit, finalement, elle est très sympathique. Je n'ai pas lu son livre. C'est dommage qu'elle n'ait pas été avant. Enfin... J'en sais rien. Elle a eu une tâche assez ingrate. Elle avait une majorité relative. Avec Emmanuel Macron qui lui fixait sans arrêt des défis chaque fois un peu plus difficiles. Et des injonctions contradictoires. Absolument. Elle a quand même réussi à faire passer un certain nombre de textes, dont évidemment le texte sur la réforme des retraites. Je trouve qu'elle a été courageuse, elle a été batailleuse, elle a été travailleuse. Et quand on dit ces 3 mots-là, franchement, c'est presque aujourd'hui des mots incongrus dans le monde politique où les gens parlent à toute vitesse pour parfois dire des choses qui n'ont pas de cohérence aucune avec leur positionnement politique. L'entendre parler, c'était rafraîchissant, ça sentait la vraie politique, voilà, et le vrai engagement sincère. Et ça faisait du bien. Alexandra, on a eu votre coup de cœur, coup de gueule. Absolument. Arnaud, on va commencer. Alors vous, c'est un sujet qu'on voulait traiter effectivement et qu'on a évoqué hier. C'est la défense d'Andy Kerbrad, donc ce député LFI qui a donc acheté de la drogue dans le métro à un jeune homme. De la drogue, il faut expliquer drogue. Il n'a pas acheté de l'héroïne. C'est une drogue de synthèse et qui est une drogue dite récréative, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une addiction à ces drogues? Ce sont des drogues qu'on prend en général avant d'aller à une soirée ou des choses comme ça. Et donc on a un peu évoqué hier, enfin moi pas, mais alors allez-y. Je suis pas addictologue et donc comme n'étant pas consommateur, j'aurais du mal, je veux dire, à pouvoir répondre aux questions que vous posez, qui sont au demeurant tout à fait intéressantes et légitimes. Moi, c'est le système de défense de cet élu de la République qui me
pose problème. Voilà quelqu'un qui est quand même censé fabriquer la loi et qui la transgresse. Ça, c'est la première réalité. Deuxième élément, c'est qu'en effet, le système de défense qui est le sien, c'est de nous dire, finalement, oui, vous comprenez, je vais vous le dire, je suis victime d'une addiction, je vais me soigner. Et en fait, il essaye de fabriquer une fausse confession, parce que la réalité, c'est que ce n'est pas de son plein gré qu'il nous dit qu'il est victime d'une addiction. C'est tout simplement parce qu'il a été interpellé par des policiers alors qu'il était en train de procéder à une transaction illégale, qui plus est avec un mineur sur un quai de métro. Donc il y a quand même un côté un peu glauque dans toute cette affaire, me semble-t-il, il faut le dire. Et évidemment, il n'en tire pas les conclusions. Et tous ses petits camarades viennent voler à son secours en disant, mais écoutez, non, il faut l'aider, il faut l'entourer, il a le droit à toute notre affection, c'est quelqu'un qui est en souffrance, c'est formidable, regardez, c'est même formidable, il est en train de faire, je veux dire, sa confession sur sa souffrance, il faut presque le suivre comme exemple. Non mais attendez, dans quel monde on vit? Aujourd'hui, quand vous regardez toutes les études d'opinion depuis des années et des années, vous avez une défiance croissante vis-à-vis de la classe politique qui ne cesse le rapport du CESE aujourd'hui, les différents rapports du Cevipof, etc., une croissance de la méfiance qui ne cesse de grandir. Vous avez des élus qui viennent tout simplement, je veux dire, ne pas respecter ce que quand même la majorité des Français quand même respectent, en l'occurrence, parce que on peut quand même préjuger de l'honnêteté de la majorité des Français, et qui viennent surtout ne pas tirer les conséquences de leurs actes. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'en fait, cet élu aurait dû de fait démissionner de son mandat, ne serait-ce que d'ailleurs pour se soigner et ne serait-ce que pour se défendre. Il ne le fait pas. Moi, je trouve ça assez choquant. Et finalement, il y a quelque chose quand même d'extraordinaire. Ces gens-là sont des dévots. Ce sont des tartuffes, ni plus ni moins. Molière, au XVIIe siècle, les aurait brocardés comme tels. Et on en trouve quand même, force est de constater, pas mal du côté de la France insoumise. Le dernier tweet de Sandrine Rousseau, quand même, je vous le lis, parce qu'il est quand même assez gratiné. L'addiction rend dépendant, donc cela fait faire des conneries. Il a fait une connerie, il n'y a pas de doute là-dessus. Il doit être sanctionné par la justice, mais il est malade. Non mais attendez la dernière phrase. Il est avant tout un malade, il aurait un cancer. Nous aurions un regard très différent. Juste une chose, on ne choisit quelle pas. Abomination, quel mélange, quelle confusion. Tout d'abord, on ne choisit pas d'avoir le cancer, alors qu'on peut choisir, on décide d'aller consommer de la drogue, quel que soit. Et je veux bien entendre qu'il est malade, mais il est pour le moins effectivement surprenant que des élus de la République qui font la loi nous expliquent que c'est justifié, qu'il faut le regarder comme ceci ou comme cela. Alors, je ne dis pas que la loi doit être plus sévère pour un parlementaire que pour toute autre personne. Cependant, lorsqu'on exerce une fonction publique, il y a malgré tout une exigence d'exemplarité qui aurait dû conduire ce député à au moins remettre son mandat en jeu, à s'interroger. Le fait qu'il ne se soit pas interrogé. Et voyez, par exemple, on parle de décision de justice. Comment voulez-vous faire la leçon à des jeunes par la suite lorsqu'ils vous disent, parce que le problème, c'est que nous faisons la différence. Mais ils disent, c'est tous les mêmes, que vous soyez élus, que vous soyez élus nationaux ou pas, que vous soyez responsable administratif, ils disent, mais tous ces gens-là, et c'est là où nous avons un problème, et c'est ça qui nourrit le populisme. La deuxième chose, sur le problème de la drogue elle-même, on oublie une chose, c'est que nos quartiers, Marseille, Paris, dans nos banlieues, outre-mer, la drogue dévaste nos quartiers. Et vous voudriez que je dise, oui, on va être regardant à l'égard de ce parlementaire. J'ai beaucoup de mal. Oui, il faut signaler juste un point. Il a signé 3 jours avant un manifeste qui s'appelle Urgence Chemsex, dans lequel il était demandé au gouvernement de prendre enfin au sérieux l'affaire des chemsex. Moi, c'est ça aussi. C'est une coïncidence extrêmement malencontreuse pour lui. Mais ça dit aussi qu'on ignore, la main droite ignore ce que fait la main gauche. C'est un comportement complètement schizophrénique. Absolument. Et c'est pas le premier, pardon, j'ai presque terminé, c'est pas le premier. Souvenez-vous de Joël Guerriau au Sénat qui ne veut absolument pas démissionner, bien que tout le monde lui demande depuis des mois. Et les exemples se sont multipliés. Et Jean-Luc Mélenchon a dit, je lui renouvelle mon affection, mon soutien. Exactement les mots qu'il avait utilisés à l'endroit d'Adrien Quatennens. On sait ce qui s'est passé avec Adrien Quatennens. Il l'a soutenu jusqu'au bout.
Et c'est Adrien Quatennens qui, la dernière fois, a fini par se retirer après avoir été investi. Moi, je vois pas très bien comment cette gauche, si prompte à donner des leçons, cette gauche insoumise, si prompte à donner des leçons à la terre entière, ne s'applique pas à elle-même un minimum de décence. Il y a là quelque chose de totalement indécent. Et se présenter comme une victime, ben non, ça ne marche pas en fait. Ça ne marche pas. On va marquer une pause, c'est l'heure de la pub, mais je vous donne la parole. Alexandra, vous aurez tout le temps après pour parler. Alexandra, pour parler. Mais Véronique qui depuis hier me dit oui, mais les autres, ils ont démissionné. Il y a un député macroniste. Alors il est toujours à l'Assemblée. Vous avez raison, Véronique, mais il n'est plus sous l'étiquette macroniste. Souvenez-vous du directeur de l'Institut Montaigne, qui était un proche de Macron. Il a démissionné. Non, mais quand bien même n'aurait-il pas démissionné, ça n'excuse en rien l'attitude du député. Allez, on se retrouve dans un instant. C'est un élu. L'élu se doit quand même d'être un peu exemplaire. Ouais. On se retrouve dans un instant. Il était pas mal. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est avec vous pour commenter l'actualité, cette affaire Andy Kerbrat, donc ce député LFI qui a été arrêté en flagrant délit d'achat de drogue à Paris avec un soutien de toute la France insoumise. C'est aussi là-dessus qu'on débat au-delà de ce qui s'est passé. Avec Jean-Luc Mélenchon qui dit finalement il n'a commis de dommages que sur lui-même, il faut qu'il se batte contre ses démons, etc. Alexandra Spinner, sur cette... Pardon ? Oui, on se bat quand même. En France, on est censé se battre contre le narcotrafic. Je suis désolé. Non, mais c'est ça qui est surréaliste. Allez, Alexandra, elle a pas parlé. Non, mais moi, je constate quand même que le LFI, d'abord, on voit bien que c'est une secte qui s'octroie une espèce d'impunité absolue. C'est-à-dire que tout ce que fait un LFiste, un insoumis, doit être absous. C'est comme ça. Voilà, ils sont en dehors de la loi. Mais je rappelle quand même qu'ils nous ont quand même habitués au pire. Vous avez des fichés S, des négationnistes, des antisémites, des hommes violents, des pédophiles, des harceleurs, qui viennent grossir leur rang de jour en jour. C'est condamnés pour violence conjugale. C'est ça, des hommes violents. C'est ça la réalité de LFI. Maintenant, on est sommé par la secte d'avoir de l'empathie et de la compassion pour ce monsieur. Ben moi, je suis désolée de vous le dire. Je garde ma compassion pour d'autres. Voilà, désolée. Et j'estime qu'un élu de la République, comme l'a rappelé Bruno Retailleau, doit être exemplaire. Oui, moi je crois en la vertu de l'exemplarité. Bien sûr. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, que voulez-vous dire à des jeunes dont la vie est ravagée par la drogue ? Parce que c'est ça la réalité. Bien sûr. La drogue fait des ravages dans nos quartiers. Dans nos quartiers. Que voulez-vous leur dire ? Et pas que les quartiers. Partout. Que voulez-vous leur dire quand vous avez des députés qui proposent un exemple pareil ? Ensuite, sur la défense, quand même, il y a quand même quelque chose à dire. Déjà, sur le fait, bien évidemment, il a été pris en flagrant délit et c'est un journal, Valeurs Actuelles, qui a relaté les faits. L'info. Absolument. Mais déjà, de dire que Valeurs Actuelles est un magazine d'extrême droite. Moi, je note quand même, pardon, mais ce glissement sémantique. Valeurs Actuelles, on aime ou on n'aime pas, mais je parle sous votre contrôle et je serais intéressée de voir ce que vous en dites. Ça n'est pas c'est pas Rivarol, c'est pas je suis partout. Non, mais vous savez, la notion d'extrême droite aujourd'hui est tellement étendue, je veux dire, à toute catégorie qui s'oppose un tant soit peu à la France insoumise ou à la gauche. Qui parfois. elle-même ne veut pas se faire appeler l'extrême gauche. On est d'extrême droite quand on n'est pas d'accord avec les insoumis. Donc, et juste une précision, pardonnez-moi Alexandra, là où vous avez complètement raison, on dit on dit ah ben oui, il y a eu de dommages que pour son propre corps. Je vous rappelle que Palmade qui a tué, il y avait, je crois, un mort de mémoire. C'est un enfant. Un enfant, il y a des un enfant à naître. C'est un enfant à naître, oui, il n'y avait pas eu de mort. Et puis, il n'y avait pas eu de mort. Un enfant à naître. Mais un enfant blessé, un enfant gravement blessé. Derrière, pardonnez-moi, juste une chose, derrière, un enfant gravement handicapé, etc. Eh bien, je vous rappelle qu'il était sous l'effet de produits illicites. De ce type de produit. Donc, ok, là, il n'y a pas eu de drame.
Mais il aurait eu une hallucination, il aurait poussé quelqu'un dans le métro, on aurait dit jamais plus jamais ça. Ben non, moi je prends pas le métro pour être en danger, je suis pas dans la sphère publique pour être en danger. Donc oui, mais il y a un risque. Tous les politiques dans cette situation devraient démissionner, tout simplement. Mais oui, il n'y a pas de. Il y a une culture en France qui est un peu différente, et c'est regrettable d'ailleurs, de la culture anglo-saxonne ou de la culture scandinave. Il est clair que ça serait dans un pays anglo-saxon ou dans un pays scandinave, le parlementaire en question démissionnerait quasiment dans l'heure. Je veux dire, il n'y aurait pas de discussion là-dessus. Ça ne se discuterait pas du tout. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'en France, c'est plus compliqué, manifestement. Ce qui est insupportable, c'est ce soutien. Je veux dire, quand les autres députés, je réponds encore une fois à Véronique, elle dit sauf que Valeurs Actuelles ne parle jamais des députés RN qui ont aussi des casseroles. C'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est le soutien affiché par la France insoumise sans condition. Courage, soigne-toi. Je suis désolé, le RN fait plus le ménage aujourd'hui que la France insoumise, en l'occurrence. Moi, je suis désolé pour Véronique. Il nous est arrivé de dénoncer le comportement de tel ou tel parlementaire ou candidat RN lorsque nous jugions, en tout cas pour ce qui me concerne, lorsque j'estimais qu'il était contraire à la loi, et puis un minimum, je dis bien un minimum d'éthique, sans être je ne suis pas un ayatollah de l'éthique, mais malgré tout. Donc oui, la question n'est pas les autres, la question c'est ce dossier précis. Et avec le soutien. Vous avez, alors pour une fois, je suis pas souvent d'accord avec lui, avec Jean-Michel Apathy qui dit des policiers risquent leur vie pour appliquer la loi contre les trafiquants de drogue. Sandrine Rousseau, Mélanie Vogel, Jean-Luc Mélenchon défendent ce député qui la transgresse. C'est un vrai problème. Oui, c'est un vrai problème que de dire que oui, il est malade. Et cette phrase abjecte de Sandrine Rousseau disant s'il avait un cancer. Mais qu'est-ce que c'est que cette comparaison immonde qui n'a aucun rapport? Si vous considérez, comme le fait un rapport sénatorial, qu'on est en guerre contre les narcotrafiquants, je suis désolé, je vous coupe, qu'on est en guerre contre les narcotrafiquants, il est complice d'une certaine manière du fait de consommer de ce narcotrafic. Donc c'est pas acceptable. Mais le tweet de Sandrine Rousseau, ça n'est qu'un énième épisode de la brutalisation du débat public de ces gens. Voilà. Est-ce que vous imaginez les gens qui luttent contre le cancer, une maladie qu'ils n'ont pas choisie, qu'ils subissent? Ce genre de déclaration, c'est juste obscène. C'est obscène. Parlons de Nicolas Bedos, puisque c'est aussi ce qui fait la une de l'actualité. Condamné à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis, 6 mois ferme, avec exécution de la peine immédiate. Donc il y a un appel. Donc il est, comme le dit son avocate, présumé toujours innocent. Cette condamnation fait beaucoup réagir. Néanmoins, ce matin, le Parisien disait que c'était dans la norme des condamnations qui étaient données aujourd'hui dans le cas d'agression sexuelle. La défense de son avocat, c'était de dire hier qu'un bisou dans le cou et une main furtive sur le sexe à travers un jean n'était pas une agression sexuelle et qu'elle ne comprenait pas cette... Alexandra Spinner. Si, c'est une agression sexuelle. Sur la condamnation, c'est vrai que le problème de l'exécution provisoire du jugement, c'est quand même une manière de vider l'appel de son sens. Je crois, il faut vérifier, je crois que le parquet avait requis 1 an avec sursis. Ils sont allés au-delà. Je ne sais pas quelle a été la plaidoirie de l'avocat. Je ne sais pas comment s'est passée l'audience. Je ne sais pas quel a été le comportement de Nicolas Bedos dans cette affaire. Maintenant, oui, il va devoir en réalité exécuter sa peine avant l'appel. Le comportement de Nicolas Bedos pendant l'affaire, moi j'ai pas suivi le procès, mais j'ai écouté et entendu ce qu'ont dit les journalistes qui ont suivi ce procès. Ils disent qu'il a eu une attitude tout au long du procès qui était très paradoxale. Comment il peut dire oui, alors évidemment, sous l'emprise de l'alcool, j'ai j'ouvre les guillemets, amabilité lourde. Bon, fermez les guillemets. Sous-entendu, l'alcool est une circonstance atténuante. Non, l'alcool est une circonstance aggravante. Et puis il dit aussi, ah oui, mais je me souviens de rien, quand je bois c'est le blackout. Alors on se souvient ou on se souvient pas? On sait ou on sait pas ce qu'on fait? Il y a quelque chose de tout à fait désolant de se présenter comme ça devant la justice. Et puis je dois dire quand même que j'ai entendu hier soir son avocate dans C'est à vous.
Et alors là, c'était sidérant. Elle a quasiment apostrophé tous les gens qui étaient sur le plateau en leur disant « Mais vous tous qui êtes connus, qui vous montrez dans les médias, vous pourriez aussi, parce que vous êtes connus, être condamnés aussi sévèrement que l'a été mon client. » Non, parce que tout le monde n'embrasse pas de force une jeune fille, ni ne met sa main sur l'entrejambe d'une jeune fille. C'était son propos, je ne le défends pas. Et oui, c'est une agression sexuelle. Voilà, c'est tout. Tout d'abord, juste une réserve. On ne connaît pas le dossier, j'ai pas suivi. On est d'accord. Sur le principe, sur le principe, je crois que le signal est très très fort aujourd'hui parce que nous en parlons parce que c'est Nicolas Bedos. La question aujourd'hui, ce sont les agressions sexuelles dont sont victimes les jeunes femmes, et c'est vrai que c'est peut-être une sanction, un jugement sévère. Ce qui me gêne, c'est l'exécution provisoire parce que ça contourne le principe de l'appel et surtout de la présomption d'innocence jusqu'à ce que le processus soit terminé. Maintenant, non. La réponse est non, puisque j'ai entendu, j'ai eu une citation de la part de mon confrère. Ce n'est pas un dossier de prédateur, c'est un dossier d'ivrogne. Eh bien, même lorsqu'on est ivrogne, on ne peut pas agresser sexuellement. Oui. Malheureusement, je veux dire, ça ne réduit pas, ça ne discute pas en quoi que ce soit le délit. Donc non, ça n'est pas un argument qui pourrait déresponsabiliser. Qu'elles disent. Je veux bien entendre qu'elles disent que la sanction est peut-être un peu sévère. Je ne connais pas là encore le dossier, mais qu'elles disent ça n'est pas un prédateur. On n'a pas besoin d'être prédateur ou la loi ne prévoit pas que seuls les prédateurs sont sanctionnés. C'est l'agression sexuelle. Et oui, le comportement est un comportement. On va en dire un mot. On doit marquer une pause parce que c'est bientôt la demi, la pub. À tout de suite. Je suis brimée. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Je crois qu'on a atteint des sommets. Je viens de voir un son de Sandrine Rousseau, qui était interrogée par nos confrères de BFM. Là, je reviens un petit peu sur l'affaire d'Andy Kerbrat, où elle dit, non mais vous vous rendez compte, il a acheté ça dans le métro, il savait même pas ce qu'il y avait dedans. Il aurait pu être victime d'un trafic, il aurait pu être victime de mauvais produits, et ayons de la compassion pour lui. J'ai une remarque, c'est bizarre. Moi, on me propose jamais rien dans le métro. Non, moi non plus. On lui a pas proposé, c'était. Un mot peut-être pour revenir à Nicolas Bedos. Donc il y a une démarche de sa part. C'est bien ce que vous dites. Pour revenir à Nicolas Bedos. Nicolas Bedos, moi j'ai rien à rajouter par rapport à ce qui a été dit. En l'occurrence, c'est vrai que peut-être la seule surprise, c'est ce que disait Jean-Claude, c'est le fait que finalement la peine soit, je veux dire, prononcée immédiatement et qu'il n'y ait pas de sursis à exécution. En l'occurrence, c'est ce qui pose peut-être problème. Après, est-ce qu'elle est sévère ou pas par rapport aux condamnations de ce type? Je n'en sais strictement rien. Le Parisien disait que non. Le Parisien ce matin disait que c'était dans la norme. Alors, je pense quand même que la réquisition immédiate est un peu peut-être humiliant. Ce que les auditeurs doivent bien comprendre, c'est qu'à l'audience, la peine a été exécutée. Ah oui. C'est-à-dire que sa peine, sa condamnation a commencé au sortir de l'audience. C'est ça qui est incroyable. Alors qui peut être perçu comme étant un peu... Qui peut poser problème quand même. Alors qu'il a comparu libre, donc il n'était pas a priori un danger pour l'ordre public. Donc oui, c'est là où il y a discussion. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que là, pour le coup, sa notoriété joue dans finalement ce qui peut apparaître comme une aggravation de la peine en première instance? Non, alors, sur la notoriété, moi, ce débat, j'avoue que je ne le comprends pas, parce qu'il faut bien entendre et bien comprendre que beaucoup de jeunes filles et de jeunes femmes vivent quand même et dans la terreur d'être agressées sexuellement. C'est quand même une réalité. De poser la question aux jeunes filles autour de vous, à vos filles, toutes les précautions d'usage qu'elles doivent prendre quand elles sortent, quand elles veulent aller boire un verre. Absolument. Donc, quand elles rentrent chez elles le soir. Enfin, je veux dire, c'est quand même toutes ces jeunes filles sont conditionnées pour être en éveil permanent et pour être toujours prendre des précautions pour pas être agressées. Donc il y a un message fort de la justice. On peut pas d'un côté se plaindre du laxisme de la justice et puis
individuellement regretter que le jugement était... C'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce que j'ai voulu dire, c'est que là, il ne faut pas que la notoriété soit un facteur aggravant par rapport... Mais la notoriété n'exonère de rien. Elle n'exonère rien du tout. La notoriété n'exonère de rien, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est parce qu'aussi on a de la notoriété que certains s'autorisent à un certain nombre de comportements. Donc c'est là où les magistrats disent... Mais je suis désolée de dire que je trouve que la défense de M. Bedos, c'est quand même très particulière. Peut-être si elle avait été différente, peut-être que la peine aurait été différente aussi. Moi, je vous redis, Alexandra, c'est la notoriété a fait une forme d'impunité. Attention, parce que certains considèrent que leur notoriété les autorise à avoir un certain nombre de comportements, puisqu'on parlait des États-Unis. Souvenez-vous de Donald Trump qui disait, mais quand tu es connu, tu peux tout faire parce qu'elles aiment ça. C'est vulgaire comme tout, mais elles aiment cela. C'est ce qu'il disait. Donc il y en a qui, à autre niveau, dans d'autres milieux, considèrent cela. Et alors, il y a un parallèle à faire avec l'affaire précédente dont nous parlions, avec ce soutien massif de la France insoumise. Là, on a une sorte de soutien massif des intellectuels, avec le pompon peut-être à Rachel Kahn qu'on voit sur des plateaux télé, qui dit quand je pense que des figures comme Dieudonné échappent à la prison depuis tant d'années, et qui en post-scriptum dit que les féministes en carton s'occupent des viols de masse du 7 octobre au lieu de s'obstiner à faire tomber des étoiles. Je veux dire, quel est le rapport avec la choucroute? C'est vraiment des parallèles. Et disons que c'est un réalisateur de grand talent, ce qui est vrai. Mais c'est possible, c'est vrai. D'ailleurs, moi j'ai vu ce film, c'est bien. Je vais vous dire, il y a des hommes à femmes qui étaient un peu borderline, dont la littérature est très connue. Victor Hugo, par exemple, je parle sous le contrôle d'Alexandra, c'était un peu borderline, et pourtant c'est... On était au 19e siècle. On était au 19e c'est parce qu'il ne nous viendrait... Personne ne conteste, et moi je suis le premier à aimer Notre-Dame de Paris. Pour autant, les choses ont changé. Oui, quels que soient vos titres, vos fonctions, vos grades et vos qualités, il y a des règles. Et puis, il y a ce qu'on appelle des délits. Un délit. Je dirais même plus, ces règles-là, tous ces gens-là, lui comme d'autres, ont été protégés pendant des années par un milieu qui n'osait pas révéler, dire, s'insurger. Et je pense à d'autres dont les procès vont bientôt arriver. Et c'est ça qui est en train de changer. C'est qu'ils ont l'air surpris aujourd'hui d'être traités peut-être comme tout le monde. Et je crois que là, c'est quelque chose qui dépasse leur entendement. Et quand j'entendais son avocate hier, c'était sidérant. Non mais vraiment, elle a vraiment pris à partie les gens qui étaient à côté d'elle. Et elle a dit, mais moi j'ai plaidé pendant une heure, je ne vais pas vous infliger de plaider une deuxième fois. Je me suis dit, oh là là, mon Dieu, encore, ça va pas recommencer. J'ai plaidé pendant une heure et les journalistes n'étaient plus là parce que ça s'est passé tard dans la soirée. Je ne sais pas ce qu'elle a voulu démontrer en disant ça, mais moi ce qui m'a surtout apparu, c'est que du coup elle a été vexée peut-être elle-même de voir le peu d'effets que la défense qu'elle a faite du comportement de Nicolas Bedos, peut-être, ou le contre-effet a eu sur la justice, parce que là, pour le coup, je ne sais pas comment elle voit ça, mais c'est un désaveu complet du choix qu'elle a eu de la façon dont elle a défendu son client. Je ne suis pas sûr que ce soit très bon pour l'appel non plus. Cette défense médiatique. D'aller sur les plateaux. Et puis mais est-ce que cette défense médiatique... Cette véhémence, parce qu'elle était très véhémente. On ne peut pas tolérer qu'une jeune fille ou une jeune femme ou une femme soit embrassée de force ou qu'on touche son corps sans qu'elle donne son accord. Alors, elle a parlé d'un bisou dans le cou et d'une main sur la cuisse. Un bisou dans le cou, sur la bouche ou ailleurs, c'est un bisou. Oui, c'est ça, c'est toute l'appréciation. Mais j'irai encore plus loin. Arrêtons. Il y a peut-être, s'il y a eu une peine aussi sévère, avec même pas, avec une exécution immédiate. Et avec inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et violentes. Il y a peut-être eu un peu plus qu'un bisou dans le cou. Pardonnez-moi. Ça, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas le je reprends les propos de son avocate. Mais c'est vrai qu'aussi, l'appréciation de ce qu'est une agression sexuelle dépend... Alors, il y a certainement une définition de la justice, mais la perception qu'une femme peut ressentir... je raconte souvent cette histoire d'une journaliste qui a été agressée dans un ascenseur, une journaliste d'un certain âge, qui, à l'époque, avait été agressée par un homme depuis réputé, je ne vais peut-être pas dire son nom, pour son comportement sexuel extrême, arrêté au Sofitel. Il s'est jeté sur elle dans un ascenseur, il lui a arraché son chemisier, touché les seins. Elle m'a dit, j'en suis pas morte. Peut-être elle, mais peut-être qu'une autre femme. Peut-être qu'une autre femme l'aurait ressenti. Peut-être qu'une autre femme l'aurait ressenti différemment. Vous savez, le code pénal. Les choses n'étaient pas nommées à l'époque comme elles le sont maintenant. Oui, et puis les textes n'ont pas défini, c'est compliqué d'eux, mais fixent un contour. Vous ne pouvez pas
toucher quelqu'un contre son gré. Quand on vous dit non, vous savez, là, il y a très très longtemps, il y avait un film où on faisait entendre le rapport entre les deux individus et l'avocat qui dit combien de fois avez-vous entendu non? Ouais. Absolument. En tout cas, quand vous entendez non une fois, ce qui est interdit. Quand vous entendez non une fois, vous entendez non 2 fois, vous entendez non 3 fois, il faut en tirer les conséquences. C'est un non, c'est un non. Alors, 2 précisions. Le signalement a bien été fait pour un individu repéré portant un maillot de Manchester City avec écrit juif, type caucasien, crâne rasé, donc tatouage sur le cadre, sur le crâne. Il a été aperçu lundi dernier dans plusieurs endroits de la rive gauche, dans le 15e et dans le 7e. Et donc, on a la vidéo de cet homme qui est retweetée sur X par Sword of Solomon, si vous voulez aller voir. Et deuxième, donc pour ajouter au soutien, toujours décidément, on va faire l'émission de Sud Andy Kerbrat. Maintenant, ce sont les LGBT. Nous apportons notre soutien à Andy Kerbrat, qui est victime d'un harcèlement homophobe. J'avais pas vu, absolument crasse et inacceptable. La récupération et ce traitement. Voilà. Moi, je n'ai pas à savoir. Enfin, c'est purement scandaleux. Donc, parce qu'il serait, je dis bien, il serait homosexuel, d'après ce que je comprends, on n'aurait pas le droit de dire que ce qu'il a fait est pas bien. C'est cela. Tout à fait. Et effectivement, ce que dit quelqu'un sur X, il aurait été hétéro et député d'un autre groupe, ces mêmes militants l'auraient insulté et l'aurait mis plus bas que terre. Bon, allez, on marque une petite pause et on va parler du 49.3 peut-être. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est avec vous sur Sud Radio, c'est agité ce matin. Un recours au 49.3 pour voter le budget, on l'a évoqué hier et visiblement le Conseil des ministres devrait valider ce recours au 49.3 de la Constitution, de l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter ce budget. Le ministre, Premier ministre, dans le journal du dimanche l'avait évoqué. Il a en même temps dit qu'il voulait laisser vivre la démocratie, les débats à l'Assemblée, mais visiblement hier il y a eu un certain nombre de revers. Est-ce que ce sera on va y arriver. Pourquoi pas le plus tôt? Je ne vois pas comment on y échapperait. C'est inévitable. Compte tenu de la composition de l'Assemblée nationale, je ne vois pas comment le Premier ministre peut éviter de recourir à l'article 49.3. Alors le problème, c'est la question du temps. Est-ce que ça sera dans 24 heures? Est-ce que ce sera en fin de semaine? Ça, je veux dire, après, on verra. Non, la vraie question, c'est il y aura une motion de censure qui sera déposée, à minima par le nouveau Front populaire. La seule question, c'est de savoir si, in fine, le Rassemblement national s'associera ou non à cette motion de censure. On va voir, en fonction peut-être de la dynamique des débats dans les heures qui viennent. En l'occurrence, apparemment pour l'instant ça ne semble pas le cas du côté du Rassemblement national, mais bon, les jeux, j'allais dire, sont ouverts à ce stade. Tout peut déraper, surtout. Tout peut déraper. On est dans une situation tellement inédite sur le plan parlementaire, sur la 5e République. Personne ne tient sa position vraiment. Il a un problème. Le problème, c'est qu'il a un problème à l'intérieur. Il y a ses oppositions. Bien sûr. Mais il a un problème surtout à l'intérieur de sa coalition. Il faut qu'il fasse voter sa coalition. Et on voit bien que finalement, les fragilités, elles sont autant à l'intérieur qu'à l'extérieur pour Michel Barnier. De ce point de vue-là, je trouve que la tâche qui est la sienne est pour le moins pas facile. Il me semble que mais je trouve qu'il s'en sort pas trop mal, au moins en termes de son expression. Il me semble qu'au sein de sa propre coalition, il me semble que c'est hier soir très tard qu'un amendement de la France Insoumise soutenu par le MoDem, alors là, pardon, de l'association, a instauré la pérennité de la taxe décidée provisoirement et l'a augmentée. Donc là, on ne sait plus très bien qui travaille pour qui fait quoi, qui défend quelle position. Je trouve que c'est le MoDem qui a proposé la hausse de la fiscalité sur les assurances vie, je rappelle, quand même. Exactement. Voilà. Donc chacun joue à front renversé. Je ne sais pas très bien ce que les Français comprennent de tout ça. Non, sur le 49.3... Je rappelle quand même que c'est un outil constitutionnel. Pour tous les textes budgétaires, ça peut être utilisé. Voilà, absolument. Donc, qui est totalement légal, qui est très décrié, mais qui est un outil à la disposition des parlementaires pour leur permettre aussi d'assurer une certaine... alors, on dit que ça va pourrir les débats, mais c'est surtout aussi pour permettre d'assurer une certaine stabilité. Je rappelle quand même que le Rocard, il a eu recours au 49.3 et en a abusé. Personne ne lui a
reproché. Elisabeth Borne l'a utilisé 23 fois pour le budget 2024. Bien sûr, on lui a reproché 23 fois. Là, on n'en est pas là. Hein. Vous pensez qu'il ne pourra pas, il pourra pas faire l'économie, Jean-Claude ? Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. On y va tout droit. Oui, je vois pas comment on peut échapper au 49.3. Il n'y a pas d'autre solution juridique, parce que si vous voulez avoir une majorité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, le Premier ministre n'a pas de majorité stable, qu'il y a de part et d'autre, à droite comme à gauche, des insatisfactions, des oppositions à son budget sur un certain nombre d'éléments clés, ce qui veut dire qu'en l'état, son texte n'est pas acceptable, je dis bien n'est pas acceptable pour sa gauche, comme pour sa droite très à droite, le Rassemblement national. Donc il n'a pas le choix. Juridiquement, politiquement, il n'a pas le choix. Je pense même que personne ne voudra prendre la responsabilité de voter ce budget pour des raisons extrêmement différentes et qui n'auront d'ailleurs rien à voir avec le budget lui-même, et qu'au contraire, tout le monde va être bien content qu'il y ait des 49.3 pour ne pas avoir à se prononcer lors du vote. C'est une stratégie beaucoup plus perverse qui est menée. Il n'est pas question pour aucune formation politique d'endosser une responsabilité dans ce budget. Donc ils vont pousser la surenchère jusqu'à ce qu'elle devienne totalement insupportable. Le 49.3 sera adopté, tout le monde s'en lavera les mains en disant « Ah ben non, moi j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'y suis pour rien ». Motion de défiance ? Censure ? De censure, pardon. Bah oui, la gauche va déposer une motion. La gauche va déposer une motion. Elle a peu de chance. Il y a un autre élément, si vous voulez. Il y a un autre élément important, c'est que finalement, il ne faut pas laisser trop traîner, si vous voulez, laisser donner l'impression qu'il y a une instabilité parlementaire, parce qu'il faut quand même aussi rassurer les marchés financiers. Je rappelle quand même qu'on a des agences de notation qui doivent réactualiser la note, que vous avez une procédure de la vendredi commission. D'ailleurs, je crois qu'il y a une nouvelle, note. Il y a la procédure engagée par la Commission européenne, et puis vous avez évidemment tous les créanciers de la France qui regardent de très près ce qui est en train de se passer sur le plan institutionnel en France. Donc, absolument. Vis-à-vis de c'est capital. Tous nos mécanismes financiers et nos intérêts, y compris à l'étranger, nous n'avons pas intérêt, puisqu'on a passé un été sans avoir un gouvernement, n'avons pas intérêt à remettre cela. Donc effectivement, il n'y a pas d'autre solution, je dis bien, à la fois juridique, mais aussi politique, de faire adopter ce budget, et nous avons besoin d'un budget pour fonctionner. Et ça nous ramène à une réalité que tout le monde semble vouloir oublier, c'est qu'aucun parti politique n'a la majorité. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que juridiquement, on ne peut pas faire voter positivement le budget. À propos de la motion de censure, moi je voudrais souligner l'hypocrisie crasse du nouveau Front Populaire qui dit « Ah mais nous ne mêlerons pas nos voix à celles du Rassemblement National ». Et là je parle bien d'une éventuelle motion de censure. Mais quand c'est lui qui dépose la motion de censure, la dépose dans des termes suffisamment attractifs pour appâter le nouveau Front Populaire, le Rassemblement National. Et là, il y a vraiment un double jeu qui est totalement... mais il le faisait déjà. Bien sûr, mais alors là, ça devient... Alors que beaucoup d'entre eux ont été élus grâce au ce qu'on a appelé le Front républicain. Ouais. Ah bah oui. Mais ça nous amène aussi à ce qui va se passer avec la réforme des retraites, avec la proposition du RN qui propose de repasser à l'âge de départ à 62 ans, qui va être examinée aujourd'hui. Et c'est pas aujourd'hui, je crois pas. À la fin du mois. À la fin du mois. Dans le cadre de la niche, de la niche parlementaire du Rassemblement national. Le LFI et toute la France... La gauche est d'accord avec cette proposition, sauf qu'ils ne vont pas vouloir voter, encore une fois, avec le RN. Ça me paraît moins évident pour l'instant. J'ai l'impression qu'il y a quand même des débats chez eux aujourd'hui. D'aucuns disent que ils pensent qu'il faudrait la voter. Si vous voulez, c'est moins monolithique que ça ne le paraissait. Alors, au niveau du nouveau Front Populaire, j'entends. Moi, j'ai entendu, par exemple, des communistes qui disent oui, on est peut-être prêt à la voter, cette abrogation, même si c'est le Rassemblement national qui dépose cette proposition de loi. J'ai entendu quelques parlementaires de la France insoumise se poser la question de savoir si, oui ou non, il fallait s'associer ou pas. Donc ça, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que si c'était voté, en l'occurrence, ça serait quand même un Trafalgar parlementaire non négligeable pour le gouvernement. Ouais, et des recettes attendues qui disparaîtront dans le contexte actuel. Oui. Ouais, sur ce Jean-Claude, le soutien de la gauche à cette proposition du RN, vous y croyez ? Non, je pense qu'ils ne le feront pas. De toutes les façons, je pense que là-dessus, Mélenchon a un objectif, c'est que ce soit le chaos pour pouvoir, le moment venu, apparaître comme le seul sauveur de ce qu'ils appellent le champ républicain, c'est ça l'arc républicain. Oui, Alexandra ?
point de vue là-dessus? Non, moi je pense... Oui, ça me paraît improbable quand même. C'est improbable qu'ils arrivent à voter. Oui, ça me paraît assez improbable, oui. Ouais. On voulait dire un mot de ce qui se passe aussi dans le métro avec les syndicats de la RATP qui refusent que l'affiche publicitaire pour le livre de Jordan Bardella soit affichée dans ces couloirs. Là aussi, on peut s'interroger sur... de censure. On voit que l'extrême gauche a toujours une tradition de censure. Que dirait-on si ça n'était pas le livre de Bardella, mais d'un autre responsable politique? Mais est-ce que c'est considéré comme de l'affichage politique? Parce que vous savez que vous n'avez pas le droit de faire de l'affichage politique en période qui n'est pas une période de campagne électorale. Est-ce que ça peut être interprété comme ça? Je ne sais pas. On a quand même très largement l'impression que c'est parce que c'est Jordan Bardella qu'ils sont montés au créneau. Oui, c'est sûr. Oui, c'est effectivement, ils disent, ils jugent au service d'un parti politique d'extrême droite incompatible avec le devoir de neutralité qui s'impose. Alors, c'est là où, attendez, c'est là où j'apporte une nuance. Je connais pas bien cette affaire, mais j'apporte une nuance. L'argument, c'est de dire un parti d'extrême droite, donc on l'interdit. Si vous me dites que la règle, c'est qu'il n'y a pas d'affichage politique dans le métro, là, quel que soit le parti, donc peu importe qu'il soit classé à droite, à gauche ou comme vous voulez, alors à ce moment-là, il faut l'interdire. Mais dire que c'est parce que c'est le Rassemblement national, là encore, vous savez, moi je reste attaché à l'état de droit, et vous savez à quel point je suis très éloigné des idées du Rassemblement national. Mais l'état de droit, c'est un parti est légal ou pas légal. À partir du moment où il est légal, il a des représentants. Ben oui, je suis désolé pour certains. Moi, je ne me pose pas la question de l'axe du champ républicain. Soit il est illégal parce qu'il a des thèses qui sont contraires à la Constitution et à la loi. Et là, il y a des mécanismes pour pouvoir, y compris l'interdire. Ou soit il n'entre pas dans le champ de l'interdiction, et donc on doit le traiter comme n'importe quel autre parti. Et là, pour l'avocate, comme Jordan Bardella l'a dit, de toute façon, ça ne fait que faire de la publicité gratuite à son livre. Exactement. Une avocate je pense même qu'il se frotte les mains. En propriété intellectuelle dit qu'il n'y a pas d'atteinte à la neutralité politique puisque le livre de Bardella est une autobiographie non rattachée au Rassemblement national. C'est un peu spécieux. Un homme politique a le droit d'écrire un livre et on ne peut pas l'empêcher de communiquer dessus. D'ailleurs, il y a certainement en l'occurrence, c'est sa maison d'édition qui a... Il y a peut-être des précédents d'hommes politiques, il faudrait vérifier. Moi, je ne connais pas bien le règlement sur l'affichage. Oui, c'est ça. Il faut regarder, c'est pour ça que je dis qu'il y a état de droit. Il faut regarder quelle est la réglementation. Ce qu'il faudrait regarder, c'est y a-t-il eu des précédents d'hommes politiques dont les livres ont été c'est vrai que je vois peu de... je pense, il faudrait regarder... Non, imaginons un livre qui serait publié par Jean-Luc Mélenchon et dont la publicité serait effectuée par sur des panneaux de la SNCF ou de la RATP. Là, il n'y aurait pas tellement de serait pas entré au créneau. C'est ça la réalité. Il faut raisonner. Donc c'est politique. Je vous encourage à aller sur les réseaux pour voir les interviews de Sandrine Rousseau. C'est un festival. J'ai eu Andy Carbrat au téléphone. Il y a une forme d'ubérisation de la vente de drogue. Vous mettez un message et vous ne savez pas qui va vous fournir. Moi, j'aimerais bien. Attendez, je propose une chose. Sandrine, Madame Rousseau est députée de la République. Je lui propose d'aller dans les quartiers à Marseille pour poser la question aux familles qui sont minées par la drogue. Je lui propose de discuter avec les procureurs dans les départements français d'outre-mer qui vous diront à quel point leur préoccupation c'est de lutter contre les narcotrafiquants. Il faut arrêter. Et puis vous voulez rendre hommage à la journaliste qui a sorti l'information concernant cet individu qui se promène avec un t-shirt avec marqué anti-juif. C'est le collectif des vigilants et la directrice de la rédaction de la radio communauté juive, je crois. RCJ, Sandrine Seban. Et j'aimerais lui rendre hommage parce que c'est un travail d'entomologiste d'être là toujours extrêmement vigilant et de dénoncer tout cet antisémitisme qui nous submerge et dont on a peine à... Ça rappelle à chacun que effectivement, ça ne peut pas se faire. C'est bien que tout le monde soit aujourd'hui. Vigilant. Merci pour ces débats. Tout de suite, le journal et André Berkoff. Très bonne journée. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.